L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, toute nouvelle chronique alors qu'on parle des résultats de nos athlètes et des équipes locales de Charlevoix. Ensuite de ça, on reçoit Marc-Claude Savard-Gagnon qui va parler de son expérience olympique. On va ensuite enchaîner avec notre capsule chasse et pêche. On parle aujourd'hui de pêche blanche. On va aussi avoir nos sports majeurs avec, bien sûr, le Super Bowl en passant par le Canadien de Montréal. En passant, les Bills devraient être au Super Bowl. Bon, je suis pas sûr de ça. Bon vestiaire à tout le monde. Louis-Alexis Tremblay a de nouveau eu l'honneur de figurer sur l'équipe de la semaine Flo Hockey lors de la 18e semaine de la LHJMQ. En ce moment, il avait récolté au moins un but et 4 aides en 3 matchs. En volleyball, les Impulsives U13 ont mis la main sur la médaille d'argent lors du tournoi présenté le 24 janvier dernier à Québec. Lors de la finale des Jeux du Québec qui se tenait le 25 janvier dernier, les judokas du club de judo Sakura de Baie-Saint-Paul ont également brillé en remportant un total de 10 médailles, soit 2 d'or et 8 d'argent. Au hockey mineur, les Rorquals M13 A2 ont été sacrés champions du tournoi Pee-Wee de Jonquière grâce à une victoire convaincante de 4-0 face aux Aigles de Saint-Jean. Enfin, plusieurs autres équipes des Rorquals étaient en action en fin de semaine au tournoi provincial de la baie. Soulignons la belle performance des M15A qui ont remporté le tournoi avec une victoire de 7-3 contre les gouverneurs de Sainte-Foy-Sillery, Ancienne-Lorette. Mentionnons aussi le solide parcours des M18B qui ont atteint la demi-finale de ce même tournoi. Félicitations à toutes nos équipes et tous nos athlètes. Si vous voulez qu'on parle de vous au vestiaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations à l'adresse courriel au bas de l'écran, photos, contenu vidéo avec vos informations et ça va nous faire plaisir de parler de vous. Aujourd'hui, pour la section sport local, on a une invitée de marque. Alors, Marie-Claude Savard-Gagnon, elle avait participé en 1998 aux Jeux olympiques de Nagano et à l'aube des Olympiques qui s'en vient, on croyait bon de l'inviter et d'en apprendre un peu plus sur son parcours. Bienvenue, Marie-Claude. Ouais, merci. Merci d'être au vestiaire. Merci, Bonjour, Philippe. Marc-Claude. Bonjour. Marc-Claude, tu nous as amené plusieurs informations. Certaines sont même inédites. On est content de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir discuter de ton expérience. Toi, Marie-Claude, tu viens de Baie-Saint-Paul. Tu es encore une figure très connue dans la région. Tu es très impliqué dans ton sport, dans ta discipline. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Puis si tu peux nous parler un peu de ton expérience personnelle, comment tu les as vécus, ces Jeux olympiques-là, en 1998? C'est ça. Ben oui, en fait, oui, je viens de Baie-Saint-Paul, puis je patinais à deux, tu sais, en couple avec Luc Bradet, qui est aussi de Baie-Saint-Paul. Fait que déjà, ça, en partant, c'est quelque chose d'inusité, là, dans le monde du patinage artistique, de partir d'un petit patelin comme Baie-Saint-Paul, puis de se rendre jusqu'aux Jeux olympiques ensemble. C'est clair, les deux athlètes venant de la même... Oui, c'est vrai. Exact. Fait que moi, mon expérience des Jeux olympiques, c'était à Nagano, au Japon, en 1998. Évidemment, ça s'est pas passé exactement comme j'aurais rêvé, si on veut. Premièrement, les Jeux olympiques, tu es content, c'est comme un grand camp de vacances. Tous les athlètes sont là, sont contents d'être là, bon, etc. C'est une partie festive quand même. Là. Exact, tu sais, parce que tu as réussi ta qualification, donc, tu sais, la pression en soi est un petit peu plus basse que lors de ta qualification pour les Jeux olympiques. On arrive au village olympique, bon, tout le monde se parle, etc. On commence nos pratiques de patinage artistique parce qu'on est là... pour les Olympiques, on était là 7 jours avant les compétitions. Okay. Donc, vous avez droit à un temps de glace pour des entraînements un peu à tous les jours? Exact, à 2 entraînements par jour. OK? Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, tu t'entraînes avec les juges dans les estrades, etc. Mais moi, malheureusement, j'ai attrapé un virus. Tout le monde connaît l'influenza. Alors moi, j'ai attrapé l'influenza. Donc le matin, nous autres, en patinage artistique, on a 2 programmes à faire. On a le programme court, puis 2 jours plus tard, tu as le programme long. Puis le matin du programme court, en revenant de ma pratique, je suis allée voir le médecin parce que je me sentais plus les jambes. Puis je me dis, mon Dieu, c'est quand même, tu sais, pourquoi je me sens pas les jambes? Je suis pas nerveuse à ce point-là, d'habitude. Puis là, ben ils ont pris ma température, puis je faisais 40 degrés de fièvre.
Donc, la journée du programme court. Oui, fait que ça s'annonçait pas bien. Mais tu sais, aux Jeux olympiques, il y a beaucoup de monde. Hein? On va à la cafétéria, tout le monde est ensemble, tu prends les ustensiles. C'était pas les mesures sanitaires qu'on connaît aujourd'hui, surtout après la pandémie, là. Donc, c'est toutes des mesures qu'on n'était peut-être pas au courant, là. T'es jeune aussi, tu sais, t'as 25 ans, bon. Alors, c'est ça. Donc, j'ai quand même participé, j'ai essayé de faire mon programme court cette soirée-là. Mais c'est sûr qu'en faisant 40 degrés de fièvre, bien, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, tu es sûr que tu vas réussir. Parce que tu es entraîné, tu es certain que tu peux faire ton programme, peu importe comment tu te sens. Mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Puis, c'est ça. Donc, quand tu as eu l'annonce du médecin que tu faisais, bon, effectivement, 40 de fièvre, on a l'influenza, tout ça, rêve olympique, on s'entraîne toute l'année de compétition. Comment on se sent cette journée-là? On sent-tu que ça va s'écrouler, que le rêve est gâché? Bien, pas sur le moment, mais après la performance, là, on a un doute. Parce qu'on a quand même manqué un saut, là, parce que je faisais de la température, on a manqué un saut. Les chances n'étaient pas toutes terminées à ce moment-là parce qu'on avait quand même le programme long 2 jours plus tard. Mais rendu au programme long, ben là, tu sais, l'influenza, tu fais de la fièvre pendant 3 jours, tu manges pas. Fait que 3 jours plus tard, moi, 2 jours plus tard, c'est-à-dire, moi, j'avais pas à manger, ça faisait 3 jours, là, tu sais, j'étais vraiment faible. Oui, j'avais plus de température, mais j'avais rien dans le corps, là. L'adrénaline a ses limites aussi, là. Exact. Fait qu'on a fait le programme long quand même. Même, je vous dirais que l'équipe médicale voulait pas que je compétitionne. Ça peut être dangereux de faire l'activité physique quand tu fais de la température. À ce moment-là, comment ça fonctionne? Là, si on parle d'un influenza, mais il y a différentes maladies qui peuvent arriver. L'athlète est consulté. Y a-tu t'as un mot à dire là-dedans ou c'est vraiment, mettons, l'équipe qui va décider si tu performes ou non? C'est ça, c'est moi qui ai eu le mot final. OK. On a parlé avec les médecins, parlé avec mes entraîneurs, mais c'est quand même moi qui ai eu la décision finale. C'est sûr, c'est pas facile, là. Non. Mais on a décidé, Luc et moi, qu'on essaierait de faire quand même un programme long. Donc, c'est ce qu'on a essayé, mais pendant le programme long, malheureusement, à un moment donné, je n'étais plus capable. Fait que j'ai arrêté de performer. Puis là, c'est ça, ça me... Ben oui. Ah, c'est fou, là, ça fait 28 ans, mais tu sais, c'est... Tomber dans cette émotion-là. Ouais. En tout cas. C'est d'y replonger puis de repenser à ces moments-là, puis on n'en parle pas non plus tous les jours. Fait qu'on comprend que c'est... On a eu un petit 20 secondes d'arrêt. Puis là, dans le coin des estrades, c'était quand même assez gros, là, c'était le White Ring, puis t'avais toute l'équipe canadienne dans un coin, tout habillé en rouge, comme moi en ce moment. Puis on commençait à crier « Let's go, let's go, let's go ». Puis là, Luc, il m'a regardé, puis il m'a dit « Marie-Claude, on continue dessus ». Là, j'étais là, oh mon Dieu, j'étais déjà au bout. Faut-tu vraiment que je recommence, tu sais, ben oui. Je peux pas vous expliquer à quel point ça a été dur physiquement de faire cette performance-là. Tu sais, j'étais juste pas capable. Même aujourd'hui, j'ai jamais fait physiquement quelque chose aussi demandant. T'es vraiment allé purger dans l'énergie qui te restait. Puis de... La satisfaction, après, ça devait être incroyable, malgré tout, là. Bien, on a recontinué, on a recommencé à un moment donné sur notre programme, on sait la musique, on s'est dit, OK, on va recommencer là. Puis il y avait un saut lancé qui s'en venait. Un saut lancé, c'est quand le gars, il prend la fille puis il la lance dans les airs. Moi, je faisais 3 tours dans les airs. En passant, je suis la première au monde à avoir fait 4 tours dans les airs dans cet élément-là. Je savais pas ça. Ah, ouais. Ça, c'est légal puis ça existe, là, juste pour... Oui, mais même de nos jours, il y a... Ça doit être assez rare. Parce qu'on en reparlera, puis bref. Quadruple axel, c'est ça? Quadruple Saka lancé. En tout cas, bref, à ce moment-là, on a fait juste 3 tours parce qu'on n'était pas payé pour faire 4. En tout cas, bref, une autre conversation. Bref, j'ai atterri le saut lancé quand Luc, il m'a crié « Sors ». Puis j'ai sorti ma jambe, puis j'ai pu faire l'atterrissage, je sais pas comment. Puis les gens ont capoté. C'est des automatistes qui ont embarqué littéralement, là. Vraiment, c'est juste, j'ai tellement entraîné que je suis sortie, puis je l'ai atterri, puis on a continué. Puis les gens, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que dans les médias, il y a beaucoup de gens qui ont été malades par la suite, l'influenza comme moi. Ça courait finalement après. C'est ça, puis ils comprenaient pas comment j'avais fait pour performer. Fait que, tu sais, ça l'a fait... Moi, dans mon... Tu sais, puis Luc aussi, on se sentait pas bien. On est sortis de la glace, on se sentait un peu comme des losers, si on veut, parce qu'on n'avait pas réussi à faire la performance qu'on voulait. Tu sais, on s'est entraîné pour ça. Ben oui. On voulait juste montrer... Tu sais, on n'avait pas de chance de médaille, nous autres, mais on voulait faire un top 10, tu sais. Okay. Mais on voulait faire ce qu'on était capable, tu sais. Mais de ne pas le faire, bien là, tu te dis, hey, wow, tu sais, tout le monde te regarde à la télé, puis j'ai fait ça, là. Ça... La préparation aussi, parce qu'il veut pas, c'est oui. plusieurs années de préparation, j'imagine, là. Puis, tu sais, les gens, ils savent pas comment je me sens, là.
en dedans. Ils voient, mais bref. Pour vous, j'imagine, c'est ce qui est quand on est sur la scène la plus vue du monde aux 4 ans, aux Olympiques, pour un sport, patinage artistique, oui, on vous êtes vu dans l'année, vous avez une certaine visibilité, mais pour le commun des mortels, c'est à ce moment-là qu'on les regarde, les Jeux olympiques. C'est là qu'on voit les compétitions de patin pour les seules fois qu'on les regarde. Fait que pour la communauté, pour Charlevoix, pour le Québec, on l'a en arrière-pensée, c'est devant tout le monde. Là, non, absolument. Puis, pour un athlète, un jeune de 20 ans, 25 ans, c'est quand même beaucoup de pression, mais bon, bref. Mais ce qui est arrivé, c'est de l'extérieur, les gens ont vu ça d'une autre façon que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Ils ont vu ça comme un courage sportif. Tu sais, t'as toutes sortes d'histoires aux Jeux olympiques puis dans le sport en général. Les autres, ils ont vu ça qu'on a eu tellement de courage de terminer. De ne pas abandonner puis de reprendre, même si à ce moment-là, on savait que le résultat, bien évidemment, ça avait plus d'importance, tu sais. Fait que c'est ça. Quand on est revenu dans Charlevoix, on a fait une grande fête au Manoir Richelieu pour célébrer notre participation aux Jeux olympiques. Puis ils nous ont donné, là, le député du temps, Rosaire Bertrand, nous a donné la médaille du courage sportif de la part de la population charlevoisienne. Fait que c'est un peu ça mon histoire des Jeux olympiques. Peut-être pas la performance que j'avais rêvée, mais dans mon cas, dans le cas à Luc, évidemment, ce qui était bon pour nous autres, c'est qu'on avait les championnats du monde un mois après les Jeux olympiques. Puis les Jeux olympiques, c'est gros, là. Tout le monde voit, comme tu viens de me décrire. Mais à chaque année, il y a des championnats du monde qui sont la même chose que les Jeux olympiques dans tous les sports. Hein? Les meilleurs au monde sont là, etc. Puis un mois plus tard, aux Jeux olympiques, on a réussi là, à Minneapolis, justement, Minneapolis, qui est très populaire en ce moment. C'était plus tranquille à ce moment-là. On a réussi à faire 2 performances parfaites. Puis on a été arrivé 9e. Ce qui était notre objectif de l'année, de faire un top 10 au monde. Fait que, tu sais, au moins, j'ai ça dans mon cœur. Je me dis, bon, j'ai pas réussi aux Olympiques, mais un mois plus tard, j'ai réussi à montrer ce que... Vous prouvez à vous-même que vous aviez ça en vous quand même. Exactement. C'est pas un manque de préparation. Tu peux pas dire, je m'en veux pour X raison parce que tu es mal préparé, tu es mal entraîné, que c'est vraiment une circonstance exceptionnelle. Exact. Mais en tant qu'athlète, tu penses que c'est ta faute. Parce que t'es supposé, t'es tellement entraîné... Surtout dans la discipline du patinage artistique, dans les dernières années, j'apprends à le connaître de plus en plus, puis ça pardonne pas comme sport, on va se le dire. Là. C'est comparé à bien des sports. C'est pas comme au hockey que tu dis il faut qu'on refasse 3 buts en 3e période, c'est pas grave, on se reprend. En patinage artistique, tu as une occasion, tu as ton 2 minutes, 3 minutes sur la glace, puis c'est raté, c'est raté. Là. Fait que c'est très difficile sur le mental, j'imagine. Là. Oui, exactement. Mais en même temps, tu sais, justement, à côtoyer les joueurs de hockey ou côtoyer le snowboard cross maintenant avec mes enfants. L'avantage du patinage artistique, par contre, c'est qu'on pratique toujours la même performance. Il n'y a pas de quelqu'un qui vient monter la rondelle puis qui va changer l'idée que j'avais dans la tête. Fait que tu n'es pas en train de t'ajuster parce que ta performance, tu l'as pratiquée puis tu vas la pratiquer dans un environnement semblable à ce que tu fais là, à tous les jours. Fait que c'est l'avantage de ça, je trouve. Qu'est-ce qui est plus stressant? Quand tu performes toi comme athlète ou voir tes enfants performer en snowboard? Non, c'est mes enfants qui sont en fait il n'y en a pas du tout. Non. Quand tu es athlète, honnêtement, là, mon conjoint est ici dans le studio. Là, pour la qualification pour les Jeux olympiques, lors du programme court, c'était à Hamilton, en Ontario. Je l'ai regardé dans les estrades, j'ai dit, stresse-toi pas, là, tout va bien aller, je suis en contrôle. Mais quand mes enfants performent, c'est pas de même pantoute parce que ça n'a pas de contrôle. Tu sais, tu le sais pas comment ils se sentent, tu le sais pas. Mais quand c'est toi qui le fais, tu le sais si tu es prêt ou pas, là. Tu sais si tu vas bien performer ou pas, habituellement. Tu as moins de contrôle, c'est clair. Exact. Tu sais si tu es bien entraîné. Tu sais, je veux dire, si tu as bien patiné, ça fait 4 semaines que tu patines bien. Les chances que tu patines bien en compétition sont assez élevées. Tu sais. Mais quand c'est tes enfants, comme tu t'entraînes souvent. Hein? Exact. Il n'y a pas de miracle. Hein? Puis après, les Jeux de Yado 98, est-ce que vous vous êtes dit, on relance pour un autre cycle olympique pour 2002? Oui, bien, on s'était dit peut-être pas un cycle olympique, mais on voulait continuer au moins une autre année. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'année d'après, dans le fond, on a continué, on a fait, ils appellent ça les séries du Grand Prix, c'est des compétitions internationales. Fait qu'on a fait nos compétitions internationales, mais on a décidé de mettre un terme à notre carrière après la dernière compétition internationale qu'on a faite, la Skate Canada, qui était à Kamloops, là, en Colombie-Britannique à ce moment-là. Je sais pas, on n'avait plus de jus. Dans le fond, plus de jus, pas physiquement ou mentalement, mais on sentait pas qu'on avait... on sentait que c'était terminé.
C'est une décision commune. On Oui. parle avec Luc depuis tantôt, Oui, la absolument. chimie que vous deviez avoir, tout ça, juste la confiance. On parle aux Olympiques, il a dit sort, on n'aurait peut-être pas écouté comme ça n'importe qui. Fait que c'est vraiment ensemble, j'imagine. Exact. Vous autres, vous n'auriez pas continué l'un sans l'autre. Non, puis c'est drôle, ça s'est fait spontanément. Ah oui, hein? Avant notre programme court, à ce moment-là, on a toujours 2 programmes. On s'est dit, hey, je pense que ça va être notre dernière. Puis je ne sais plus qui l'a dit en premier. Puis, mais les deux ensemble, de commun accord, on a dit, oui, c'est vrai. Je pense que ça va être notre Très dernière. organiquement, puis... On a appelé nos familles. Puis on parle du stress de voir ses enfants compétitionner, là. Puis tout le monde, sans exception dans nos familles, on leur a dit, là, ça va être notre dernière. Fait que regardez à la télévision, Ben oui. ça va être notre dernière. Puis ils nous ont tous dit, hey, merci. On n'aura pas besoin d'être stressés pour les championnats canadiens cette année. T'es tellement surpris, là. Ça a été bien perçu quand Sans même. exception, tout le monde était tanné d'être nerveux pour nous autres. En terminant, dans le fond, le patin artistique pour toi, Nagano, c'était pas une fin en soi, c'était quasiment le début d'une nouvelle carrière parce que tu es encore impliqué aujourd'hui en patinage artistique. Oui, absolument. Puis même Je en suis power skating aussi. Hein. C'est ça, j'enseigne le patinage artistique au club de Baie-Saint-Paul, puis le power skating, là, ce qui est des cours de patinage pour les jeunes joueurs de hockey ou les joueuses de hockey. C'est ça. Puis techniquement, c'est une chose, mais j'imagine que cette expérience-là, tu peux aider nos jeunes athlètes aussi, que ce soit la préparation mentale, la gestion du stress, de l'anxiété dans les compétitions. Tu l'as vécu à plusieurs reprises, ça fait que ça doit aider dans la préparation physique de nos athlètes ici, je suis certain. Là. Oui, absolument. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de rigueur, puis je pense que c'est aussi la clé d'un bon entraînement puis des bonnes performances en compétition, c'est d'avoir de la rigueur à l'entraînement. Tu sais, on parle pas ici, on n'a pas des sports-études, etc., là, mais on peut performer à un niveau qui est acceptable avec de la rigueur. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de miracle. Hein. Bien, merci beaucoup, Marc-Claude, vraiment pour ton parcours inspirant. Super intéressant. Je pense que vous avez fait briller Charlevoix, littéralement. Vous avez fait briller Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. L'Arena porte votre nom. C'est pas pour rien. Puis, en terminant, Philippe, on va faire un peu de power skating. Ça te tente-tu? Ça nous aide. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux. C'est le moment de la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Hey, salut FX! Salut Mathieu! Écoute, plein mois de février, on parle de pêche blanche, évidemment, puis je pense que la saison est bien entamée. Oui, puis surtout pour la simple et bonne raison que c'est sécuritaire cette année. On n'a pas entendu d'histoire d'horreur comme vraiment la glace n'est pas sécuritaire. Il y a du froid, la température est vraiment propice à avoir des belles conditions de pêche. On a de la glace partout sur le fjord présentement. En bon français, il a fait froid, puis rapidement, fait que la glace est bleue, c'est pas de la glace pleine de Il n'y a pas de fissure. d'air, c'est ça? Il n'y a pas de slush, pas moi l'expression. Oui, en plein ça. Donc là, ça donne place à des beaux succès de pêche. Qui dit beau succès de pêche, dit un record de flétans atlantique de capturés pour la pêche scientifique dans le fjord. D'ailleurs, on est obligé de fermer de manière anticipée la période de pêche pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de captures et on a vraiment eu un grand succès cette année. Ça, le record de pêche au flétan qui a fermé très tôt, c'est parce que, comme tu on en discutait hors d'onde, c'est que les gens peuvent aller pêcher plus loin maintenant, plus dans le chenail. Là. Bien, c'est en plein ça. Plus il fait froid, plus la colonne de glace est dense, plus sécuritaire, donc les gens peuvent s'aventurer plus au large. On le sait, le flétan, c'est un poisson qui se tient dans les plus grandes profondeurs du fjord du Saguenay et surtout dans les plateaux assez linéaires et non des courbes très abruptes. Ça donne place souvent à une bathymétrie qui va être plus profonde. Souvent, les flétans vont se tenir plus entre 600 pieds, 575 pieds, aller à 800-900 pieds. Donc, les gens sont aventurés plus au large, qui dit plus au large, habitat préférentiel du flétan, donc plus de chances de capture, et ça a donné place à un nouveau record. L'an dernier, il y a eu des captures de 190 livres. Cette année, 244 livres le record, capturé par des gens du Saguenay, donc ça laisse place à des belles histoires de pêche. Là. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que si un flétan qui est pris, ben là, parce que d'abord, si on résume, les gens ne vont pas nécessairement à la pêche au flétan, c'est qu'ils pêchent plus loin pour quand même prendre du sébasse ou d'autres sortes, mais c'était pas un gréement fait spécifiquement pour le flétan. Ben, systématiquement, les gens qui ciblaient le flétan avec le permis scientifique du Musée du Fjord
était équipé aussi pour pêcher le flétan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pêche dans du 800-900 pieds d'eau, il faut avoir une offrande, une présentation qui va être capable de supporter le courant, la résistance aussi au tirant d'eau et rejoindre la colonne d'eau visée, ce qui veut dire du 800-900 pieds. Donc, il faut avoir des lignes avec de faibles diamètres, idéalement de 30 à 40, 50, 60 livres de résistance, mais surtout d'avoir des têtes plombées, des jigs qu'on utilise phosphorescentes de 7, 8, 9, voire même 10 à 12 onces pour avoir un bon contrôle du fond pour dandiner le leurre en vue d'une touche là, du poisson. Donc là, s'il y a des prises qui sont accidentelles, on remet le flétan à l'eau. Effectivement, depuis aujourd'hui, ceux qui vont taquiner là, le poisson sur le fjord, qui n'ont pas de permis, même s'il y aurait le permis de pêche scientifique, c'est fermé. Donc, vous capturez un flétan, vous devez le remettre obligatoirement à l'eau, mais systématiquement, les gens forceront peut-être pas autant l'offensive pour aller au large. Ils vont peut-être plus rester à l'Anse-Saint-Jean, à Rivière-Éternité ou peut-être à Ville-la-Baie dans les battures, beaucoup plus près des villages. Ce qu'il faut vouloir aller au large, c'est froid, c'est venteux. Oui, puis les probabilités de succès pour prendre la morue, du sébasse ou du turbo peuvent être aussi bonnes dans le 400 pieds que dans le 800 pieds. Il suffit juste de faire du essai-erreur, varier les types de colonnes d'eau, varier aussi la bathymétrie, les différentes structures. On sait que la morue va souvent aimer plus les plateaux, mais les légers dénivelés, parce que souvent la nourriture va être près des parois, ça va donner souvent des probabilités de succès peut-être plus grandes pour la morue. Là. Question Phil Lavoie. Okay. Dans le fond, le Sébastien, il a les yeux globuleux parce qu'on le prend en haut, il remonte vite à la surface, donc les yeux ils pop. Est-ce que le flétan, c'est la même chose que les yeux pop parce qu'on ne peut pas le remettre à l'eau? C'est vraiment ça, c'est spécifique au Sébastien? C'est causé par la vessie natatoire du poisson. Okay. Donc, on le voit justement présentement à l'écran, le poisson, plus il monte rapidement, ça fait comme une dilatation de la vessie natatoire et des yeux, ce qui fait en sorte qu'il devient étourdi et par le fait même, si on le remet à l'eau, il va mourir systématiquement. C'est causé par ça, c'est parce qu'on le remonte tellement rapidement, ça cause un choc là, sur le poisson. Par contre, la morue, ramener une morue de 600 pieds dans le fond du fjord, il n'y a aucun danger. La vessie natatoire, c'est très rare que ça va ouvrir. Là, au même un flétan ou un turbo, c'est la même chose. Le flétan, ça va bien. Les autres espèces, Sébastien, morue, est-ce que c'est similaire? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que... Au niveau des Sébastien, on est chanceux parce qu'on vit encore sur un haut taux de recrutement des populations de 2010 à 2015. Le Sébastien, c'est un poisson qui vieillit 40, 50, 60 ans dans le fjord. Oui, c'est un poisson qui vieillit très longtemps, sa longévité. On a déjà vu des Sébastes de 70 ans là, dans le fjord, c'est pour dire. C'est une espèce qui est menacée, donc il y en a en masse du Sébastien. Il y en a, puis tu sais, maintenant, il y a un permis de pêche commercial qui est sur le bord d'arriver là, dans le golfe du Saint-Laurent, si c'est pas déjà fait. Mais sur le fjord du Saguenay, présentement, il y a quand même des bons stocks de Sébastien. Surtout à la baie, l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, les gens vont souvent en prendre. C'est le poisson le plus populaire. C'est le poisson qui mord le plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est reproduit de manière significative. Ce qui est souvent un peu... on pourrait dire désolant quand on capture un Sébastien, c'est pour la grosseur du poisson, on n'a pas une si grande venaison à déguster. Pour un beau Sébastien, de peut-être 16 à 17 pouces, quand on fait le filet, il reste pas... Non, c'est pas un beau poisson. Il reste pas une énorme quantité de viande, mais la chair est très savoureuse. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est peut-être une petite baisse légère à certains endroits au niveau du turbo. Le turbo, les stocks ont baissé un petit peu à certains endroits de ce qu'on me dit. Et au niveau de la morue, il faut vraiment être à la bonne place au bon moment. Parce que même dans le golfe, les stocks ont baissé, la population là, est moins grande qu'avant. Toutefois, il est possible de faire des bêtes de pêche. Un de mes bons amis, il était à la pêche en fin de semaine. Ça faisait 2-3 sorties de pêche. La pêche était plus difficile. Il n'y avait peut-être pas nécessairement le meilleur emplacement de pêche. Il était en fin de semaine. Il a pris 5 belles morues. Donc, des fois, c'est un peu du SR, des tentatives. Essayez aussi d'enregistrer les variables. Essayez de mémoriser nos offensives de chasse, qu'on pourrait dire aux poissons de fond. Faut essayer de faire souvent ce que j'essaie de dire. Dans le 400 pieds, on essaye des choses. On a vu tel type de structure, ça a marché. Parfait, on peut y retourner. Si on voit que dans le 400 pieds, on est allé 4-5 fois,
Ça a mordu, mais c'était pas fabuleux. On peut essayer du 500-600 pieds. On peut aller essayer sinon des plateaux ou des hauts fonds. Des fois qu'on va voir là, dans les cartes bathymétriques, on peut voir des fois du 300 pieds qui remonte à 200 pieds, puis ça recoupe à 400 après. Ça peut des fois donner des zones de chasse puis des zones de nourriture pour le poisson. Fait que c'est ça qu'il faut essayer. La morue, tu dis qu'il y a eu de la surpêche pendant des années. Mais le turbo, qu'est-ce qui peut expliquer la baisse? Il y a de la pêche commerciale aussi. Puis les sources de nourriture, ça paraît pas, mais ces poissons-là, ils s'alimentent de quelque chose. Moins d'éperlans dans le fjord, aussi au large, moins de poissons de fourrage. Donc, parfois, ça peut amener une baisse des stocks dans le fjord. Mais on faut pas s'inquiéter pour la pérennité du sport parce que c'est ici cyclique. Faut faire attention à ça. Souvent, les gens disent « Ah, c'est la fin de la pêche sportive. » Faut pas capoter. Le 25-30 ans, Sébastien, il y en avait, oui. Il y a eu des baisses au fin des années 90, début 2000, il y avait un petit peu moins de poissons. Puis là, Sébastien a repris part. Ce qui fait la différence, c'est le nombre de prises en possession par jour qui fait la différence. Avant, on avait le droit, exemple, à 10 poissons. Maintenant, on a le droit à 5 poissons. Okay. Donc, ça assure une pérennité de l'espèce. Merci beaucoup, François-Xavier. Ça fait plaisir. Puis nous, on se revoit dans quelques secondes pour les sports majeurs. Sport majeur, on parle du Super Bowl en premier aujourd'hui, Mathieu. Évidemment qu'on allait en discuter. Écoute, comment tu vois la fin de semaine qui s'en vient? Et qui tu penses qui va gagner? Grosse fin de semaine. Moi, je te propose qu'on prenne unité par unité des deux équipes en présence. Tu veux pas tout de suite, toi, là. On va finir par ça. On va laisser durer le plaisir un peu. À l'attaque, oui. Est-ce que tu favorises les Pats ou les Seahawks de Seattle? Écoute, on peut y aller unité par unité, c'est ce que tu veux, mais moi, je favorise les Seahawks dans à peu près tous les aspects de la game, je vais te le dire. C'est bon. Je pense qu'on va avoir beaucoup de points. Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'offensivement, c'est les Seahawks que je priorise. Écoute, on a une très bonne offensive, là, bien balancée du côté des Pats. Pas de grands joueurs vedettes. On a vu toute l'année Drake May, joueur d'occasion. Écoute, il est capable de compléter des passes, il a le sang-froid. Il va faire des points, je vous le dis, mais la défense de Seattle est tellement forte. Ils sont bons partout. Ils ne donnent rien à la course. Ils viennent fermer la passe aussi. Donc, je le donne à Seattle. Je ne sais pas pour toi pour l'offensive. Même chose que toi. En fait, je dirais quasiment égal. Parce que Seattle, c'est une... Dans le fond, là, c'est une équipe, c'est une gestion de corps. Oui. Essentiellement, il va gérer son match. Il ne fera pas rien d'exceptionnel, il faut qu'il soit efficace. Et si les Pats veulent gagner ce match-là, ils doivent faire des points au début. Il faut qu'ils disent, le match, là, on le met des mains à Sam Darnold. Parce que si on laisse le système offensif travailler des Seahawks, les Pats n'ont pas de chance. Mais si tu mets de la pression sur Sam Darnold, que tu mets 2 touchés rapidement au début du premier quart, là c'est dans ses mains. Lui, là, il faut qu'il passe. Là, il devient plus vulnérable. C'est ça que j'abonde dans le même sens. Si la défensive des Pats réussit à annuler le jeu au sol des Seahawks, c'est là qu'on va avoir plus de chances de remporter. Sam Darnold, très bon carrière, manque un peu d'expérience en séries éliminatoires. On l'a vu, là, il y a eu une super saison. Cependant, il y a des super joueurs pour l'entourer. Il y a une bonne ligne offensive, il y a des bons porteurs de ballon. Ça part de là. Côté des receveurs, il y a quelques vedettes avec Smith, Ngba. On l'a vu toute la saison. On a scoré des points. Il se trouve sur le terrain, il sait il est où. Cependant, c'est sûr qu'il complète beaucoup de ballons. On est capable de faire ce qu'on veut au sol. On perce les défensives, on martèle toute la saison. Fait que quand on arrive pour faire notre jeu au sol, puis on arrive pour faire notre play action, par exemple, l'option course-passe, la fameuse option course-passe, Seattle la roule vraiment beaucoup, c'est toujours ouvert. Tu présentes 9 fois le même jeu. Exact. La 10e fois, ben là, tu fais une passe, puis c'est là que ça devient payant. Donc, unité offensive, je le donne à Seattle. Moi, je vais te dire, on va être super. Lui, je ne donnerai pas tout à Seattle. On va dire égalité de mon côté. Parfait. Défensive, on est d'accord, 100% Seahawks. C'est 100% Seahawks. Écoute, on a une bonne défensive du côté des Pats. Ils sont quand même rendus au Super Bowl. Oh, absolument, là. J'ai trouvé, par contre, au niveau des demi-défensifs, j'ai trouvé qu'on a relâché un peu dans les derniers matchs. Gonzalez, je m'attends à plus de lui. On a donné quelques gros jeux. On donne beaucoup de coussins, je trouve, comme demi-défensif. Je ne sais pas s'il est un peu nerveux. On dirait qu'il donne une plus grosse marge. Il va falloir jouer plus serré sur les receveurs très dynamiques des Seahawks en fin de semaine. Je pense pas que les Pats aient affronté une ligne offensive aussi dominante que celle de Seahawks. Donc, je pense qu'il va avoir de la misère à mettre de la pression. Tu sais, si là, jeu au sol, va chercher 5-6 verges à chaque course, les Seahawks sont en business. Puis malheureusement, je pense pas que la défensive des Pats, ils n'ont pas assez de
Ils n'ont pas de joueur surhumain qui va réussir. Il n'y a pas d'Aaron Donald qui va aller battre quasiment à lui seul la défensive. Ce qui est très difficile dans le cas des Seahawks, c'est, comme on le disait tantôt, c'est un système très bien exécuté. J'ai pas la statistique, mais Sam Darnold, le ballon, il doit être moins de 2 secondes dans ses mains. Ah non, c'est ça. Le ballon, il est snappé, c'est une course, une passe, le ballon, il part. Fait que pour mettre de la pression, il faut vraiment que tu sois créatif, que tu crées du mouvement avec la ligne défensive, avec les secondaires. Puis si on veut mettre une pression, évidemment, puis on l'a vu dans les derniers matchs, Sam Darnold, on s'arrange avec les différents jeux, avec les différentes appellations pour le protéger. Il a mal à une côte, on veut pas qu'on se rende à lui. Écoute, c'est pas compliqué. Sam Darnold, c'est option 1, option 2, dépanneur. Exactement. Ça s'arrête là. Puis s'il n'y a pas de dépanneur, d'incestral. On veut pas qu'il se fasse saquer, on veut pas qu'il se blesse. Ça s'arrête là, c'est ça. Unité spéciale. Spécial, écoute, ça va être bien balancé, je pense. On l'a vu des deux côtés, on est capable de sortir des gros jeux dans les différentes situations. Cependant, c'est quand même un tiers du jeu à ne pas négliger. Donc, on le voit, on l'a vu souvent dans la saison avec les nouvelles règles sur les retours de bâton. On a vu plusieurs touchés, plusieurs gros jeux à surveiller pour la fin de semaine des deux côtés, selon moi. Il n'y a pas de botteur, par exemple, qui se dénote et qui se démarque de nos équipes. Comme tu dis, ça va être un jeu qui va être fiable. Il ne faut juste pas que les batteurs se mettent à manquer des boîtiers de 30 verges. Oui, exactement. Ça va être une clé, je pense. C'est ça, parce que peut-être... Moi, je le vois pas de la même façon que toi. Je vois un match très offensif. Je vois des points qui vont se marquer en fin de semaine. En effet, les batteurs sont toujours très importants. Mais je pense que, en tout cas, selon moi, c'est une game qui s'enligne pas pour être serré. On verra pas un 10-5. Là. Je veux dire, c'est quelque chose que, oui, les batteurs vont être importants, mais il va se scorer des points en fin de semaine. Quelle équipe va être mieux dirigée, selon toi? Écoute... C'est embêtant. C'est embêtant parce que j'aime beaucoup Mike Vrabel du côté des Pats. Écoute, c'est un ancien joueur qui était un joueur clé dans l'organisation des Patriotes. J'adore son énergie. J'adore comment il prend soin de ses joueurs, comment il leur parle sur le terrain, le non-verbal. Tu sais que les Titans, qui n'étaient pas nécessairement une grosse équipe, là, il a fait produire Ryan Tannehill. Oui, c'est un coach qui, au-delà du football... je pense qu'il prend vraiment bien soin. Je pense que les Titans ont fait l'erreur de leur vie en le laissant partir. Fait que c'est une bonne question. Je pense que j'irai du côté des Pats. D'ailleurs, parenthèse, les Pats, quelle belle reconstruction rapide. Incroyable. Ils ont passé de dernier en même pas 2 ans au Super Bowl. Pour leur donner, écoutez... Drake May, c'est sa 2e année. Il a atteint le Super Bowl avant Josh Allen, mon Matt. C'est quand même... Non, mais c'est quand même incroyable pour leur donner. Tu perds Tom Brady il y a quoi, 6 ans? Tu pars en reconstruction. Tu as le temps de passer Mac Jones. Tu as le temps de passer 2 recrues. Tu te retrouves avec une nouvelle recrue qui est là pour sa 2e année. Tu seras au Super Bowl. C'est incroyable. Alors, effectivement. En terminant, ta prédiction? Écoute, de mon côté, je vais y aller avec les Seahawks 31-20. Oh, tu y vas dans le... Je pars une débandade offensive du côté des Seahawks. Oui. Les Pats, je pense qu'on va être capable de faire des points aussi de notre côté, mais jamais autant que Seattle. Moi, je te relance. 21-17 des Seahawks. Un match serré? Oui. Un match serré. T'essaies le poulet, barbecue, épicé, qu'est-ce que tu préfères? On va avoir tout un snack. Nous autres, à chaque année, c'est tout un party. Puis oui, il y en a de l'aile de poulet. Merci. Et nous, on se revoit dans 30 secondes pour parler de hockey. Parlons hockey, évidemment, les Canadiens de Montréal. Actuellement, ils sont 3e dans l'Atlantique. 8 points des principaux poursuivants, 8 points d'être exclus des séries. Là, la pause olympique arrive. Es-tu confiant pour le reste de la saison? Écoute, Mathieu, j'y crois. J'y crois. Alors, on a vu des super matchs, notamment contre l'Avalanche. On l'a vu. On s'en va contre le Wild aujourd'hui, tantôt. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'on peut avoir une belle run pour les séries juste avant la pause des Olympiques. Écoute, tout le long de la saison, on l'a dit, on a eu des périodes plus mortes, mais avec le classement, même si c'est très serré, on est en bonne position. Ben moi, je pense que c'est bien que les difficultés soient arrivées en début pour arriver en fin de saison avec le momentum, là. Cependant, on a encore des choses à travailler. Peut-être quelques petites interrogations que j'ai. Selon toi, est-ce que c'est réglé le deuxième trio, Mathieu? Ben écoute, le deuxième centre, Kapanen, pour l'instant, il fait le travail. Est-ce qu'il va le faire à long terme? Ça, c'est une question. Mais écoute, pour une recrue, ça va très bien. Ouais. Flanqué de Demidov et Slavkovski. Je pense que Slavkovski joue quasi comme un centre et demi. On l'a vu un peu éclore dans le dernier match. Oui, c'est ça. Il s'est dégêné. Exact. Avant, je pense qu'il travaillait pour les Caulfield et Suzuki. Maintenant, il travaille, je pense, pour lui, pour son trio, et ça lui va bien. Bon. Il faut donner ça. Est-ce que, par contre, en série, ça va-tu se maintenir? Est-ce que Kapanen va garder le même rythme en série? C'est une autre question. C'est beaucoup de pression sur une recrue. Exactement, mais par contre, ils ont quand même un bon 3e, un bon 4e qui peuvent appuyer. Donc,
Moi, je suis quand même confiant là, pour ça. Moi aussi, on voit des belles choses quand même. Cependant, on accorde beaucoup de buts, Mathieu. On a de la misère à garder nos avances. Qu'est-ce que ça va faire pour nous en play-off? Comment tu vois ça? Défensivement, de la façon qu'on est construit en play-off, comment tu le vois? Je pense que le problème n'est pas au niveau des joueurs. Je pense que, tu sais, défensivement, il y a quand même une belle équipe. Jacky ne joue pas beaucoup. Jacky, tu le vois, quand ça brasse, tu sais, pas quand ça brasse, mais quand c'est serré, son temps de jeu diminue. Il ne peut pas l'envoyer contre n'importe qui. Il va souvent contre les troisième et quatrième trio. Il le protège, en fait. Est-ce qu'il pourrait en prendre plus? Est-ce qu'il serait prêt? C'est eux qui le connaissent, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, Madison, Dobson, ça mange des minutes, là. C'est incroyable. Watson aussi. Le retour de Goulet fait du bien. Oui, vraiment. Bien stabilisé. Stabilité, il joue avec beaucoup de hargne, beaucoup de chiens aussi. Là. Ça aide pour cette équipe-là qui en a énormément besoin. Côté gardien? Ben là, ça a été plus difficile dernièrement. On a-tu un partant, là? On a-tu un numéro 1? Bonne question. Ben, là, il y a Dobesch qui est en train de se démarquer. Ils ont changé les. Tu sais, le changement d'entraîneur. Il faut que ça ait un impact. Je pense que ça peut en avoir un. Visiblement, il y en a déjà un. Tu sais, on disait, Samuel Montembeault, quand il est parti cet hiver avec le Laval, il est allé se faire réparer par Marco Marciano. Et là, ils l'ont amené maintenant à Montréal. Est-ce que ça peut être une bonne chose? Je pense que oui. Est-ce qu'un changement de voie peut être fonctionnel? Bien, écoute, on l'a vu avec les Lenders. Ils ont changé l'entraîneur des gardiens. Et Sorokin, il est parti comme ça. Je sais, je l'ai dans mon pool. Tu sais, fait que oui, ça peut avoir un impact. Est-ce que c'est à long terme? C'est toujours la question. À long terme, est-ce que ça peut durer? Tu sais, Dobesch a encore l'air un peu, des fois, un peu, pas tout croche, mais tu sais, un peu improvisé. Manque d'expérience aussi. Bien, c'est ça, mais il faisait les arrêts, il était plus, il avait l'air plus confiant, plus gros dans son filet. Toi, es-tu inquiet? Moi, personnellement, ce que je te dirais que je trouve très positif, ce que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Martin Saint-Louis. Écoute, c'est notre entraîneur, là. Moi, on a eu des doutes. C'est quelqu'un qui n'avait pas énormément d'expérience dans la Ligue. Il est en train de faire quelque chose d'incroyable avec cette équipe-là. On le voit. C'est un gars de joueur, c'est un gars d'équipe. Les gens l'écoutent, on le voit, il sait où il s'en va. Il y a un plan pour tout le monde. Il fait les ajustements quand ils sont demandés. On le voit, il travaille ce qu'il faut travailler. Puis il est en train de reconstruire l'équipe plus vite qu'on le pensait, là. Tantôt, on parlait de Mike Vrabel avec les Pats. Exact. Écoute, c'est un peu similaire. Il est là près de ses joueurs, il est motivant et il est intelligent. Tu sais, des fois, on a vu là, des ajustements, on le voit faire des ajustements. Ça ajuste énormément. Il a parlé à Slavkovski, il dit place ça comme ça. Puis le match d'après, un but Slavkovski exactement. Il a fait la même chose avec Coffey. Je pense que le Canadien est en bonne main pour les prochaines années. Il y a toujours des dossiers, mettons, Patrick Lane, qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Lane? Est-ce qu'on le ramène dans l'alignement? Y a-t-il une place pour lui? C'est embêtant. Est-ce que c'est tout qu'un marqueur? Mais là, est-ce que tu veux défaire ton avantage numérique qui fonctionne bien? Est-ce que Gallagher va rester à longtemps? Tu sais, Gallagher, je le regardais Gallagher jouer, là. C'est difficile. Il y a eu beaucoup de hargne, là, mais... Écoute, il nous en a donné beaucoup, mais je suis d'accord avec toi que ça va être difficile de continuer encore longtemps. Là. Même, est-ce que pour lui, ça peut être une bonne chose de commencer à manquer des matchs en question de gestion d'énergie? Est-ce que ça peut être une bonne chose? Rester dans l'entourage, oui, un rôle très important dans l'équipe, oui. mais... Tu veux pas le sortir de l'alignement tout le temps, mais à un moment donné, est-ce que certains soirs... Ça pourrait... C'est clair que c'est un problème qu'il va falloir adresser à court terme. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il va nuire à l'équipe à long terme, à court terme? Mais chose est sûre, c'est une équipe qui est inspirante, qui est excitante à regarder parce que vraiment, même s'ils perdent 3-0, on dirait qu'ils ont toujours une chance de gagner. Ma dernière question pour toi. Écoute, on a les Olympiques qui s'en viennent, on s'en va vers la pause. Quel impact que ça peut avoir? On a quand même quelques joueurs qui vont participer aux Olympiques. Quand tu fais les Olympiques, quand tu reviens après ça, est-ce que ça peut être positif, négatif? On a quand même 4 joueurs qui participent. Bien, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Tu sais, on prend Dominic Suzuki, bien, il va aller côtoyer les McDavid, les McKinnon, tu sais, il va aller jouer avec des grands joueurs. Est-ce qu'il va prendre des bonnes habitudes? Est-ce qu'il va... il va avoir des bonnes habitudes, là, mais est-ce que ça peut être inspirant apporter pour des lui? Clés techniques, apporter des... Ben oui, tu sais, même les Kapanen, Slavkovski qui vont être là, Texi, de moindre mesure. Mais tu sais, ils vont aller jouer avec des bons joueurs, ils vont aller... Ils vont se faire inspirer. Est-ce qu'il y a toujours des risques de blessures, évidemment, ça fait partie du jeu. Moi, c'est à ça que je pense un petit peu. Mais, tu sais, aux Olympiques, c'est pas comme les 4 nations, tu sais, ça va au jeu physique, mais ça va être moins... il n'y aura pas de bagarre, par exemple. Non, je pense que ça peut être inspirant. Puis c'est une bonne chose pour le Canadien que Caulfield et Hudson prennent un break. Ça va peut-être faire du bien aussi côté des petits bobos. On va se préparer pour les playoffs et recommencer en forme juste après. Exactement, mais c'est sûr que ça va faire beaucoup de hockey pour Suzuki en 3 ans, là. Merci pour tes sages avis, Mathieu. Bien, merci à toi. On vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous autres, on est contents d'être là à chaque 2 semaines avec vous autres. Merci à la production, à nos commanditaires et on se revoit au prochain vestiaire.